Salut les nins et bienvenue sur Käse Show. Aujourd'hui je vous parle du symbole numéro 1 de la ville de Perpignan, la Fidelissima, le Castillet. Andabant générique. Quel monument ce Castillet! Avec son architecture atypique et sa couleur particulière, il est une curiosité à lui seul et reste encore aujourd'hui un trésor archéologique unique en son genre. Le Castillet, ou plutôt Castellets en catalan, est connu principalement pour avoir été la porte nord de la ville. Aujourd'hui encore, on voit bien la différence et le contraste qu'il marque lorsque l'on passe au sud du bâtiment et que l'on pénètre dans le vieux Perpignan. Le Castillet faisait partie intégrante des remparts de Perpignan, construite au début du XIVe siècle et détruite en 1904 lors du développement de la ville. Il en reste néanmoins de très belles sections à l'est du vieux centre, leur rôle de soutien des terrains de la colline Saint-Jacques étant primordial. Mais revenons au Castillet. Il est érigé aux environs de 1368 par Guillaume Gattard sur ordre de l'infante Don Juan d'Aragon. Son nom, qui signifie le petit château, prend tout son sens lorsque l'on sait que son rôle principal était défensif. Il est fait de briques, de galets provenant de la tête et de marbre extrait du côté de Bachas. Mais il faut savoir que le Castillet tel que nous le connaissons aujourd'hui a été construit en plusieurs phases que nous pouvons diviser en 3 parties. La première, où l'on construit la principale partie de l'édifice. Imposant, solide, ses murs font 3,50 m d'épaisseur à la base pour se réduire tout de même à 1,60 m au 3e étage. Les parapets culminent, eux, à 20 mètres de hauteur. Il a pour vocation de remplacer la porte dite du Vernet. Il est doté d'un pont-levis qui enjambe un fossé. Il s'agit bien ici de se protéger de toute menace venant du nord. Et oui, à cette époque, la menace pour Perpignan est bien au nord. La deuxième partie de sa construction a lieu entre 1475 et 1483. On emménage une terrasse sur son toit pour soutenir des canons et l'on perce des meurtrières dans ses murs. Je reviendrai dans une autre vidéo sur la raison pour laquelle il y a plus de meurtrières vers l'intérieur de la ville. On y construit également le Lanterneau, la fameuse petite tour du Castillet qui culmine à presque 30 mètres et donne une vue imprenable sur la plaine du Roussillon, mais aussi sur le vieux centre-ville. Tout Catalan qui se respecte, s'il n'a pas réussi à gravir le Canigou, se doit d'avoir grimpé les 142 marches du Castillet pour embrasser cette vue magnifique. On ajoute également la porte Notre-Dame qui jouxte le bâtiment principal et aujourd'hui encore utilisée par de très nombreux piétons se rendant dans le centre-ville. L'architecte italien Bonici est soucieux de respecter le style du bâtiment. Il pose néanmoins sa patte et le style de son époque sur cet ajout. En effet, les mâchicoulis ne sont pas identiques et la tourelle comprenant des créneaux diffère légèrement avec le style du bâtiment d'origine. La porte Notre-Dame est ainsi nommée car, côté centre-ville, on peut y voir une niche abritant une vierge. Lorsqu'en 1542, Charles Quint fait agrandir le bâtiment vers la basse au nord, on détruit plusieurs habitations dont une chapelle, le portal de la Nostra Donna del Ponte, la porte de Notre-Dame du Pont. Une chapelle probablement placée à l'entrée de la ville, proche du pont, qui enjambe le cours d'eau, et où les voyageurs se rendaient certainement avant de quitter la ville afin d'y prier pour un voyage sans encombre, ou aux arrivants pour remercier d'être sains et saufs. Ceci est une simple supposition de ma part. Aujourd'hui, la Vierge se situant dans la niche de style gothique date de 1864. Nous arrivons à la 3e phase, en 1659, et la signature du traité des Pyrénées par le cardinal Mazarin et Don Luis de Haro. Le traité octroie Perpignan et la Catalogne au nord des Pyrénées à la France. Le bâtiment change d'usage et connaît ses dernières modifications. Il devient une prison d'État pour les délinquants de droit commun. C'est un document rédigé par un officier du génie au XVIIe siècle qui nous en indique l'organisation. En sous-sol, les cachots. Au premier étage, la chambre du gouverneur et la chambre dite des galériens. Au 2e étage, la chambre où sont les fanatiques, la chambre où l'on donne la question avec les instruments de supplice et la chambre où l'on enferme les soldats. C'est à cet étage qu'il y a également une chapelle. Au 3e étage, la chambre où l'on enferme les femmes. Les prisonniers sont conduits pour leur promenade tout en haut sur la terrasse dallée de pierre. Il y a enfin, dans le bâtiment, un corps de garde. Détail ironique, bien que classé monument historique en 1889, le Castillet sert de prison pendant encore quelques années.
6 prisonniers parviennent même à s'en évader en 1892. C'est pas mal quand même d'être prisonnier dans un monument classé, non ? Le Castillet, dont l'histoire est riche et passionnante, a aussi une part d'ombre et recèle en son sein une énigme bien mystérieuse, celle que l'on nomme l'enfant du Castillet. C'est en 1948 que Louis Chagaray, bibliothécaire au Castillet, remarque une fenêtre bouchée encadrée de pierres blanches. Intrigué, il demande à des maçons de dégager cette ouverture qui se situe dans un mur sur la gauche au niveau de la statue de la Vierge. On y trouvera, dans un réduit en forme de couloir d'environ 3 mètres de long, 80 cm de large et 2 mètres de haut, et fermé par une porte en bois doublée de lames de fer, le squelette d'un enfant. Était-ce une sépulture ? À un moment, on a pu le penser, car le fameux couloir se trouve non loin de la niche qui abrite la Vierge à l'extérieur. Ou était-ce plutôt une geôle ? Car on retrouve à côté de la dépouille des lambeaux d'étoffe, les restes de repas, une assiette supposée être d'époque Louis XVI et une moitié de cruche. Même s'il a été possible un temps de croire que le cadavre pouvait être celui de Louis XVII, aujourd'hui encore, le mystère demeure entier, même si, après étude, le corps daterait de la fin du XIXe siècle. De nos jours, le Castillet, c'est sans aucune discussion le symbole de Perpignan, c'est même son logo. On l'escalade les soirs de la Saint-Jean, on en tire de superbes feux d'artifice, on y fête le retour de nos rugbyman. Le Castillet, c'est le cœur de Perpignan. Et bien voilà les Lins, c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien, à la prochaine. Fin Saviat.